bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV. Alors c'est avec un immense plaisir, encore une fois, de vous retrouver dans votre émission, la Tribune de l'Excellence, une émission exclusivement réservée au corps diplomatique et autres consuls accrédités à Dakar, au Sénégal. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, c'est avec un immense plaisir, n'est-ce pas, que nous recevons donc sur ce plateau son Excellence, Monsieur Safwat Ibraguit, très bien connu, n'est-ce pas, des Sénégalais. Alors, Excellence, il est l'ambassadeur de l'État de Palestine, n'est-ce pas, au Sénégal. Excellence, bonsoir. Bonsoir et merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à la Palestine. À vos spectateurs, je dis à tout le monde bon Ramadan et bon Dougou. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout à fait. Il est vrai qu'au moment de l'enregistrement de cette émission, nous sommes, n'est-ce pas, en plein Ramadan. Nous nous acheminons d'ailleurs vers la fête, n'est-ce pas, de Korité, n'est-ce pas, ici au Sénégal, qui est bien célébrée. Et donc, vous connaissez d'ailleurs pour avoir donc vécu plusieurs années ici maintenant au Sénégal. Alors, Excellence, avec vous, nous aurons à débattre sur plusieurs questions, n'est-ce pas, notamment, eh bien, du report, n'est-ce pas, des élections qui fait l'actualité, mais également donc des récentes intifadas, n'est-ce pas, à Jérusalem, n'est-ce pas, ce qui est donc l'une des principales raisons, eh bien, du report de ces élections. Nous allons en parler et également de la sanction, n'est-ce pas, que la Cour pénale internationale a fait, n'est-ce pas, d'Israël. Nous en reviendrons tout au long, n'est-ce pas, de cet entretien avec vous. Mais j'aimerais bien, Excellence, avec votre permission d'abord, qu'on démarre eh bien, cet entretien avec cette pandémie mondiale qui hante le sommeil des nations. Le coronavirus, le monde entier est frappé de plein fouet, n'est-ce pas, par cette pandémie. Le Sénégal n'est pas épargné, mais également la Palestine n'est pas épargnée. Excellence, comment évolue la situation à coronavirus dans la bande de Gaza, en Palestine? C'est parti. Donc, comme vous l'avez très bien signalé, Corona, c'est un virus qui se propageait en temps record sur les 5 continents, les 4 coins de la planète. La Palestine en fait partie, le Sénégal également, et je crois qu'il n'y a aucun pays qui s'est échappé de ce mal. En tout cas, en Palestine, la situation elle est assez dramatique pour 2 raisons. D'abord, les Palestiniens vivent déjà un confinement à cause de leur situation politique imposée par l'occupation israélienne. C'est-à-dire, les Palestiniens souffrent de ce virus humain qui est l'occupation et qui s'oppose sur leur poitrine et qui les empêche de souffler leur liberté et de respirer une vie normale. Cette occupation qui morcelise la terre palestinienne en plusieurs morceaux et qui, via 500 des barrages fixes, divise chaque ville et les coupe de son entourage, sépare et isole des communes bédouines et des communes paysannes de leur ville et de leurs citadins. Effectivement, ce mur israélien de plus de 740 km de longueur, construit d'une façon illégale sur la terre palestinienne, confisque une bonne partie de nos terres, et les terres les plus fertiles en plus, et il s'ajoute à cela bien sûr les réservoirs d'eau, le meilleur situé. Tout ça, ça a été malheureusement annexé d'une façon assez programmée et préméditée.
Donc la Palestine vit déjà dans une situation très difficile, dans ce contexte, dans une vie oui, très restreinte, dans ce contexte politique, dans son contexte socio-économique et politique. Tout ça, c'est d'abord à cause de l'occupation, mais il s'ajoute à cela, quand le monde souffre de virus et de cette pandémie, et que ce virus arrive et touche aux Palestiniens, les Palestiniens n'ont pas, évidemment, dans leur infrastructure médicale, n'ont pas assez de moyens pour faire face à une telle catastrophe. Donc, on fait appel au monde, on fait appel, comme tout le monde, au secours, et malheureusement, c'est là la deuxième catastrophe, c'est que Israël, en sa qualité de puissance d'occupation, et qui doit assumer certaines responsabilités juridiques et pratiques envers le peuple palestinien, sous occupation, oui, en vertu des accords et de conventions de Genève, surtout le 4e protocole de Genève de 1949. Israël, malheureusement, fait tout à fait le contraire, fait le marchandage et le chantage contre les autorités palestiniennes, tout à fait, comme dans l'exemple des vaccins. Oui. Les vaccins qui a trop retardé. Oui, les populations ont-elles accès, n'est-ce pas, à ces vaccins, puisque aujourd'hui la situation est alarmante, effectivement, là-bas? Le cas des touchés de virus corona, ça dépasse les 300 000, 327 000 à peu près. Oui, tout à fait. Dont 304 Le 000 nombre de décès, oui. Et à peu près 5 000 morts jusqu'à maintenant. Ouais. Donc le bilan il est assez lourd, et assez tragique. Mais tout ce qu'on a pu recevoir en doses des vaccins, ça n'a pas arrivé à 100 000 des vaccins. Donc voilà, 100 000 pour 7 millions d'habitants, c'est quand même assez médiocre. Et Israël, qui a tout à fait enfreiné l'arrivée de ces vaccins du monde entier vers la Palestine, et qui devait nous fournir des vaccins également, c'est lorsque les Israéliens se font vacciner à peu près le 2/3 de la population, les Israéliens commencent à nous filer 2000 vaccins de temps à autre, donc oui, d'une façon humiliante. Tu vois? Donc cela rajoute également sur le fardeau de l'occupation, oui, et confirme de la même façon sa politique d'oppression, même en état d'urgence, même en état de catastrophe naturelle. Où il faut, cas de la pandémie est un exemple. Oui, où il faut peut-être en ces périodes, n'est-ce pas, une solidarité entre humains. Alors, Excellence, une bonne transition pour moi, effectivement, pour que nous puissions entrer sur ce qui défraie également, n'est-ce pas, l'actualité. Il s'agit bien sûr du report des élections. Alors, le calendrier électoral, n'est-ce pas, a été changé. Sinon, il y a eu un report. D'abord, les législatives qui devaient se tenir le 22 mai. Et en plus n'est-ce pas, la présidentielle, n'est-ce pas, le 18 juillet, et puis le Conseil national palestinien, n'est-ce pas, au mois d'août. Donc tout cela est déprogrammé, et pour des raisons que peut-être tout le monde connaît maintenant, suite à la déclaration, n'est-ce pas, du président de l'autorité palestinienne, n'est-ce pas, le président Mahmoud Abbas, qui disait, donc face à cette difficile situation, nous avons décidé de reporter, n'est-ce pas, la date des élections jusqu'à ce que la participation de notre peuple à Jérusalem soit garantie. Mahmoud Abbas, le président palestinien, qui dit « Nous ne ferons aucune concession sur Jérusalem et notre peuple à Jérusalem n'abandonnera pas ses droits, n'est-ce pas, démocratiques. Une explication sur ces reports, Excellence. Évidemment, c'était une décision attendue et c'est une décision déclarée par le président
du comité oui. exécutif de l'OLP, oui. le président de l'autorité nationale palestinienne, et à ce double titre, la direction palestinienne, c'est-à-dire le comité exécutif de l'OLP, en présence et en tête M. Mahmoud Abbas, avait jugé primordial oui. le report de ces élections pour une seule raison, le blocage israélien de cette procédure électorale réservée au peuple palestinien résidant à Jérusalem. Vous savez très bien que cette décision en date du 29 avril, il y a quelques jours seulement. Tout à fait. Il est venu après tant de pression palestinienne, une mobilisation diplomatique très répandue, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, qui a fait presque les grandes capitales du monde et qui a demandé urgemment l'intervention de ces pays. Et comme on a fait aussi plusieurs appels incessamment envers l'ONU, envers l'OCI, la Ligue des pays arabes, l'Union européenne, tous ces grands plateformes étatiques pour qu'ils puissent avoir une pression sur l'occupation israélienne permettant à cette procédure électorale de se dérouler d'une façon démocratique et transparente et sans intervention, sans intervention d'Israël, surtout pas. Vous savez très bien que les Européens qui ont demandé aux Palestiniens de renouveler un peu leurs institutions et la légitimité un peu de ce conseil législatif et toutes les autres institutions parlementaires et présidentielles palestiniennes, les Palestiniens ont tout à fait répondu parce que déjà c'était à la base leur besoin et leur envie d'aller vers les élections, et grâce à une réconciliation interpalestinienne et à une entente entre toutes les fractions palestiniennes, on a réussi, bien sûr en présence de Hamas, du Djihad islamique, toutes les fractions palestiniennes ont décidé tous ensemble, suite à une série de rencontres, d'appeler aux élections. Donc le président a incarné cette unité interpalestinienne pour émettre un décret présidentiel appelant aux élections à 3 volets. Au Conseil législatif le 22 mai, qui était prévu le 22 mai, mais qui n'est plus maintenant, le présidentiel le 30 juillet, et le Conseil national palestinien, qui est le grand parlement du peuple palestinien de l'extérieur comme de l'intérieur de la Palestine, c'est le 30 août. Tout ça, c'était une volonté palestinienne, mais qui a fait face, dès le départ, à cette intimidation israélienne, à cette politique de négligence des accords au préalable signés et qui donne aux populations palestiniennes de Jérusalem le droit de participer en campagne électorale, en élection et en candidature à l'ensemble du procès électoral. C'est quelque chose qui n'a pas été fait et que le monde qui nous a pressés pour accélérer cette procédure électorale tout à fait démocratique et tout à fait palestinienne, tout à fait le reflet de l'envie palestinienne. Oui, les Palestiniens qui sont restés à ce barrage israélien, et malheureusement le monde n'a pas exercé la pression nécessaire, à mon avis, pour que Israël se fasse plier devant ses devoirs et ses engagements afin de garantir l'implication de notre peuple palestinien à Jérusalem. Et on a dit, dès le départ, le président l'a dit, et toute la direction palestinienne avait averti le monde entier, nous sommes soucieux de tenir ces élections à temps. Mais attention,
Israël ne veut pas. Elle fera tout, elle mettra tout le béton dans les roues. Donc, attention, comme vous nous demandez de le faire, garantissez-nous que Israël nous laisse faire. En tant que puissance d'occupation, ils sont capables d'empêcher ces élections. Oui. Et ça, on a déjà l'expérience. Et il faudra aussi rappeler que le président Mahmoud Abbas, en 2005, qui venait d'être élu président de l'autorité nationale palestinienne, il a appelé aux élections législatives au nom de la direction palestinienne. Et quelques temps plus tard, il s'est vu obligé de reporter les élections à cause de ce même dossier, c'est-à-dire la participation des Palestiniens de Jérusalem. Oui, tout à fait. Et ça, c'est en 2006. Et 3 mois après le report, le monde entier commence à se mobiliser fortement d'une seule voix, et Israël s'est reculé petit à petit, et les élections avaient eu lieu ce temps-là. Donc j'espère que maintenant le monde s'éveille un peu et s'implique davantage pour forcer Israël de laisser les Palestiniens de Jérusalem s'impliquer. Excellent. À savoir, juste pour terminer, parce que c'est très délicat ce dossier, et ça nous rappelle également de ce qu'on appelle le deal de siècle, qui était proposé par l'ex-président américain Donald Trump. Ce deal de siècle a enlevé Jérusalem, a enlevé la souveraineté palestinienne comme capitale, tout à fait. Et tout le monde sait que Jérusalem, dans sa partie orientale, était parmi les territoires palestiniens occupés en 1967 par la force et par la guerre. Donc il y a des résolutions onusiennes qui devraient s'appliquer dans la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce deal des siècles, aujourd'hui, Israël se prétend dire, elle s'accroche à ce deal. Les Israéliens ont accepté le deal des siècles proposé par Donald Trump, qui était catégoriquement refusé par les Palestiniens. Maintenant, Israël disent, oui, mais c'est toute Jérusalem, capitale indivisible à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui ne laisse pas la possibilité de laisser les Palestiniens, qui sont le peuple autochtone de la Palestine et de Jérusalem, de mener leurs droits civiques. Voilà, donc maintenant, on ne peut pas les laisser faire ça parce que c'est très politique. Donc les Palestiniens de Jérusalem pour Israël, c'est annexé et c'est comme une affaire interne. Et c'est pour ça le report des élections. C'est en quelque sorte et le refus catégorique de ce deal de siècle et de toutes ses conséquences. Et c'est également l'affichage de notre attachement à ce que les Jérusalemites, les Palestiniens autochtones de cette ville, puissent s'intégrer entièrement dans le processus électoral. Et ce n'est pas une autre envie, c'est justement pour préserver leurs droits et pour mettre le monde entier devant leurs responsabilités afin que la démocratie soit préservée en Palestine et pour les Palestiniens. Oui. Alors, Excellence, suite à l'annonce effectivement de ce report des élections par le président palestinien, il y a eu des manifestations dans certaines villes palestiniennes et à Gaza également. Alors, surtout la jeunesse, puisqu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une implication massive, n'est-ce pas, de la jeunesse. Le pays est resté 15 ans, n'est-ce pas, sans organiser des élections aujourd'hui. Donc, il y a cette envie nationale palestinienne, n'est-ce pas, d'organiser, n'est-ce pas, ces élections. Alors, il y a eu cette manifestation un peu partout dans le pays. Les Palestiniens n'ont pas arrêté depuis presque 100 ans de se manifester et de se défiler dans les rues en protestation contre la colonisation et l'occupation par les étrangers de leurs terres et de leurs lieux saints. Donc, à l'époque, il y avait les Anglais. Après, les Israéliens commencent à prendre le relais. Les Palestiniens sont toujours dans cette même logique de décolonisation. C'est-à-dire,
ils sont... Est-ce qu'ils ne sont pas aussi, est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans l'autre logique, à savoir aussi avoir un changement, puisqu'ils veulent aussi certainement un changement qu'ils réclament. Est-ce qu'ils ne sont pas également dans cette logique? Oui, mais le changement nécessite avant tout le débarras de l'occupation. Oui. Après, bien sûr, nos affaires internes, on n'est pas des anges. On n'est pas tous de même avis. Et heureusement d'ailleurs. Mais régler le conflit interne entre rivaux, c'est pas méchant. Ça se fait. Ouais. Mais entre le peuple autochtone et son occupation, c'est un autre conflit, oui. et c'est une autre dimension. Donc nous sommes toujours, puisque l'occupation persiste, nous sommes toujours dans cette logique de révolution et de décolonisation. Donc c'est-à-dire tout un peuple est engagé dans un mouvement de libération nationale. Tout à fait. En même temps que nous sommes en train de construire notre nation, nous souffrons encore de ce fardeau de l'occupation. Donc deux choses à la fois. Par tous les moyens, nous procédons à vouloir terminer à mettre fin avec cette occupation. Bien sûr, les derniers épisodes, on a beaucoup de raisons pour le faire, mais ces scènes de confrontation qui ont lieu récemment à Al-Quds Sharif, oui. C'était évidemment causé par également cette frustration de la jeunesse palestinienne, cette oppression de la police et des soldats de l'occupation israélienne à Jérusalem. C'était l'étincelle de cette flamme qui s'est étalée un peu partout et qui était vite suscité une réaction populaire de partout, oui. Des Palestiniens un peu de partout, de l'intérieur de la Palestine historique, Gaza, la Cisjordanie, mais aussi de l'intérieur de ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, de l'extérieur de la diaspora. Jérusalem, c'est un point, c'est une charge explosive. Ah ouais. Il ne faut pas en toucher. C'est un point délicat pour les Palestiniens. Et à chaque fois, Israël essaye d'imposer des faits accomplis, afin de changer le statu quo, afin de modifier les paramètres géographiques, historiques, démographiques ou religieux qui touchent à l'identité nationale palestinienne de cette ville, ben, tu vois immédiatement les réactions spontanées et la révolution des jeunes qui sont déjà frustrés et oppressés, oui. On les voit dans la rue pour marquer leur position contre telle ou telle décision israélienne. Oui. Et là, la dernière en question, oui, c'était le prétexte, la goutte qui a fait déborder la vase, oui. C'était quand les Israéliens ont voulu mettre des barrières empêchant les fidèles palestiniens d'accéder à leur mosquée pendant le mois sacré du Ramadan. C'est un lieu de rencontre, n'est-ce pas, durant ce mois. C'était Bab el-Amoud. Ça a toujours été comme ça, oui. C'était du tout. Et il y a des protocoles, il y a des accords qui garantissent le statu quo de Jérusalem, où certains pays occidentaux sont signataires et témoins. Actuellement, Bab el-Amoud, qui est un petit quartier et qui se termine avec une des vieilles portes de Jérusalem qui donne accès à la vieille ville. Tout à fait. Et d'où les Palestiniens ont massivement l'habitude de passer par là. Ils passent par ici parce que c'est les vieux souks, les commerces palestiniens à l'intérieur de la vieille ville. Après, c'est le chemin de douleur, c'est-à-dire les petites ruelles qui mènent à l'église de Saint-Sépulcre jusqu'au quartier musulman, oui. Où il y a notre lieu saint, la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée lointaine, oui, tout à fait. Qui est la première qibla, la première direction vers laquelle on faisait les prières, le lieu
de visite du prophète Mohammed dans le voyage nocturne Al-Isra wal-Mi'raj, d'où il est parti vers le ciel, il est descendu pour faire les premières prières en guide derrière lui tous les prophètes et messagers, de Adam jusqu'à sa personne. Oui, tout à fait. Jusqu'à sa personne, Oui. c'est lui qui a guidé. C'est pour ça qu'on dit Imam al-Anbiya wal-Mursalin. Le prophète a fait ses premières prières ici. Donc c'est le lieu le plus sacré pour les musulmans. C'est la deuxième mosquée de Et l'islam. on essaie de les priver de ces lieux, tout à fait. Voilà, donc Ah ouais. ils ont touché au point sensible. Là où il faut pas. Ils ont provoqué la sensibilité, contre la sensibilité musulmane et religieuse de ces Palestiniens qui voulaient tout simplement se rendre à leur mosquée pendant le Ramadan et surtout pour veiller après la rupture du jeûne. Ouais. C'est là-bas où on veille pour faire les prières, multiplier les bienfaits, etc. Ils ont mis des barrières et des barrages inconcevables. Oui, empêchant pour la ces gens. première fois, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et les jeunes commencent à manifester et à montrer leur... Oui, tout à fait. Alors, et pendant 13 jours, oui. jusqu'à ce que les Israéliens ont compris qu'on ne peut pas imposer ça pour longtemps. Finalement, ils ont cédé. Ont retiré oui, d'accord. les barrages et ça s'est calmé. Oui, d'accord. Alors, Excellence, il est vrai que cette partie a toujours, en tout cas récemment, il y a eu des tensions vives entre forces de l'ordre et également donc jeunes Palestiniens. Alors, restons toujours, n'est-ce pas, dans cette logique à savoir... Ce ne sont pas les forces d'ordre. Oui. Ce sont les forces d'occupation israéliennes. Oui, tout à fait. Et contre le peuple autochtone de la Palestine, c'est-à-dire les résidents de leur quartier. Oui. À quoi ça sert la sécurité en mettant des barrières, empêchant les gens de passer? On sait très bien que Jérusalem est soumis à un arsenal militaire et à une série de politiques pour étouffer la ville économiquement, socialement et religieusement. Oui. Et là, on touche au plus sacré. Et ça crée vraiment justement le désordre. Alors, selon certains, en tout cas en ce qui concerne ces élections, j'ai eu à suivre certains leaders politiques, n'est-ce pas, donc palestiniens. Nour, n'est-ce pas, Madame Nour Odek, elle est candidate, n'est-ce pas, aux législatives, n'est-ce pas, et puis de la liste Liberté. Elle déclare donc la tenue des élections fait partie, n'est-ce pas, de la bataille pour la liberté. Très bien. J'y crois aussi. Oui. C'est-à-dire, nous avons besoin de ces élections, comme je disais auparavant, nous avons besoin de renouveler la confiance entre le peuple palestinien et le système politique. Et afin de rétablir l'ordre et l'unité géographique et politique de deux morceaux qui étaient malheureusement éloignés depuis 2007. Depuis 2007, on a eu ce conflit fratricide entre les frères du Fatah et du Hamas. Aujourd'hui, nous sommes heureusement rétablis. Théoriquement, nous sommes ensemble pour entamer cette procédure afin d'exploiter les élections et d'arriver par ces conclusions à un gouvernement, à l'établissement d'un gouvernement d'union nationale. Oui. Et ça, c'était le but déjà mis en avant pendant l'entente ou sur le texte signé entre toutes les fractions politiques palestiniennes, ce qu'on appelle le pacte d'engagement politique signé par toutes les fractions politiques palestiniennes. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de faire les élections, renouveler la confiance, rétablir le système, mais surtout aller vers un gouvernement d'union nationale. Tout à fait. Peu importe qui va gagner, quoi qu'il arrive et quoi que ce soit les résultats, le Fatah, le Hamas et toutes les fractions doivent en faire partie. Tout à fait. Et ça, c'était la volonté exprimée par tous. Oui, alors en parlant même du Hamas, il y a eu cette réaction, n'est-ce pas, au rapport toujours, quand le Hamas dit donc l'autorité palestinienne veut éviter les élections et se sert de Jérusalem comme excuse plutôt que, n'est-ce pas, d'instaurer un dialogue national crédible. C'est-à-dire, on va attendre
savez, le Hamas a retardé un peu ses commentaires sur le report. Ah oui. N'a pas réagi très vite. Il y a Parce que je vais te dire pourquoi. Oui. Parce que le Hamas, il était réellement informé de cette possibilité de report. C'était une possibilité à étudier et c'était une possibilité où toutes les fractions politiques palestiniennes Oui. l'avaient prévu. Et c'est pour un intérêt politique palestinien intouchable. On ne peut pas en renoncer. On ne peut pas faire les élections sans Jérusalem. C'est comme on avait accepté le deal des siècles. C'est comme on avait finalement renoncé à notre droit politique à Jérusalem. Tout à fait. Donc le Hamas, bien sûr, dans cette enchère politique pour critiquer, pour discrédibiliser son rival, Oui. le rival, ce n'est pas l'autorité, parce qu'on fait tous partie de cette autorité, Oui. mais le rival, c'est le Fatah, le mouvement du président Abbas. Bien sûr, le Hamas, en tant qu'opposition, va Donc il est dans ce rôle, oui. et va rajouter un peu Oui, pour discrédibiliser Oui. à des fins politiques et Donc, électorales. autrement dit, il est dans son rôle. Alors, Excellence, on va aller très vite puisqu'on me fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, vous parlez de la réaction un peu de la communauté, n'est-ce pas, internationale, n'est-ce pas, dans cette affaire. Alors, que dites-vous, eh bien, de celle de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui demande aux dirigeants palestiniens, eh bien, de laisser le temps à Bruxelles, n'est-ce pas, de tenter une médiation, n'est-ce pas, auprès des autorités israéliennes. Il ne faut pas se faire des illusions. Les Européens n'arrivent pas à s'imposer sur le conflit israélo-palestinien d'une façon équilibrée. Oui. Jusqu'à maintenant, ils ne demandent qu'aux Palestiniens de faire et de tenir certains engagements. Ah oui, Ils savent très bien que les Palestiniens étaient toujours les premiers à répondre. Et d'ailleurs, le président Mahmoud Abbas avait déclaré son plan de paix devant les instances de l'ONU et devant la tribune de l'ONU. Et ce plan de paix s'appuie sur la tenue d'une conférence internationale Tout à fait. dont l'Europe et les États-Unis d'Amérique, la Fédération de la Russie, la Chine, l'Afrique, toute la planète doit contribuer à résoudre ce plus vieux conflit de la planète. Ouais, on demande une implication, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Donc une implication réelle, active et positive de l'Europe, équilibrée, c'est-à-dire, comme vous demandez que les Palestiniens réagissent, exercer un peu les pressions pour que Israël respecte déjà les engagements signés. Oui, tout à fait. Ces accords qui ont été signés. Vous êtes témoins, vous, les Européens. Tout à fait. Donc les Palestiniens n'ont pas à craindre, n'ont rien à perdre. C'est dans leur volonté de tenir cette conférence pour aller vers des paramètres respectés et pour une solution enfin appliquée. Oui. Cette solution qui doit être basée sur un timing précis, c'est-à-dire on ne peut pas nous laisser négocier d'une façon infinie. On sait très bien les paramètres de la solution existent. Oui, tout à fait. On sait que la solution à deux États, ou on la sauve maintenant, tout à fait. ou on va appeler à une autre solution que les Européens doivent en assumer le premier. Tout à fait. Alors, le dernier point, Excellence, c'est justement la Cour pénale internationale. Et récemment, dans les récentes déclarations de Madame le procureur général, n'est-ce pas, de la CPI, Fatou Bensoudan, elle propose, n'est-ce pas, l'ouverture d'une enquête, n'est-ce pas, sur les crimes présumés commis depuis 2014, n'est-ce pas, dans les territoires palestiniens, n'est-ce pas, occupés. Alors, sur quoi portera cette enquête, selon vous, Excellence, très rapidement? Sur trois choses. Oui. D'abord, on se félicite de cette enquête, de cette décision brave et courageuse de la part de Madame le procureur général de la CPI, et qui est venue malgré les menaces et les marchandages qui étaient faits et qui étaient trop exercés d'une façon même flagrante par les États-Unis d'Amérique et l'allié principal d'Israël, et Israël bien sûr, qui sont partis vers même boycotter
toute relation avec la CPI et boycotter également toute subvention vers la CPI. L'enquête prévue depuis que la Palestine était admise en tant qu'État membre observateur à l'ONU en 2012 et donc pays membre également à cette convention de Rome fondatrice de la CPI qui est aujourd'hui l'espoir de tous les peuples pour poursuivre les criminels de guerre et les punir et rendre hommage à ces opprimés et à ces victimes. Dans le peuple palestinien qui était objet de 3 guerres successives contre la bande de Gaza, dont des milliers de victimes civiles à 90% péris dans ces bombardements. Également contre la colonisation qui fait partie des crimes de guerre, l'occupation de contre l'humanité. Ces crimes coloniales qui persistent encore et qui continuent encore, et c'est pour ça, depuis cette décision que le Sénégal avait formulée, avait portée haut et fort, avec 3 autres pays au Conseil de sécurité, depuis en date de 23 décembre 2016, tu te rappelles, c'est une décision historique où le Conseil de sécurité à l'unanimité avait adopté pour l'arrêt immédiat des colonisations. Et là, malheureusement, Israël fait fi, comme d'habitude, continue, au mépris de tout le droit international, de toute la communauté internationale. Troisième, très rapidement, Excellence. Troisième enquête, c'est le transfert des populations palestiniennes et la suppression ou la guerre ethnique qui se poursuit dans certains côtés de Negev, de désert palestinien, c'est-à-dire expulser les Bédouins de leur village et détruire ces villages entièrement et les transférer vers d'autres communes. Donc ça continue. Aujourd'hui, nous avons la crainte de voir le quartier Sheikh el-Jarrah, Sheikh Jarrah, un des vieux quartiers de Jérusalem, la même chose. Les populations, des milliers, des centaines de familles, des milliers de personnes sont aux menaces d'une expulsion. Et tout ça fait partie de cette guerre ethnique, le transfert forcé de populations sous occupation. Donc ça, c'est un crime de guerre. Alors, dernier chapitre, dernier sous-point dans ce chapitre, la CPI, Excellence, condamne les personnes et non pas les États. Alors l'autorité palestinienne, n'est-ce pas, est membre, n'est-ce pas, de la CPI, mais pas, n'est-ce pas, l'État hébreu. Et on est d'accord. En cas maintenant de condamnation, n'est-ce pas, de militaires ou de responsables israéliens, il suffirait, n'est-ce pas, à leur pays, n'est-ce pas, de leur octroyer un statut, n'est-ce pas, diplomatique à vie pour échapper, n'est-ce pas, à la poursuite. Et le président, donc le premier ministre israélien disait, donc Netanyahou, donc Israël protégera tous ses soldats contre cette décision de la CPI. Très rapidement, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tous les pays signataires de cet accord de Rome et qui sont pris dans la constitution de la CPI doivent non seulement appliquer le droit international, mais aussi faire respecter le droit international. C'est-à-dire, n'importe quel Israélien impliqué dans ces crimes, vu de sa qualité ou de sa responsabilité militaire ou politique durant les faits de ces crimes, il est susceptible d'être poursuivi, d'être arrêté dans les aéroports de toutes les capitales de ces pays signataires. D'accord. Alors, il ne peut pas être protégé donc ce n'est pas possible par son statut diplomatique. Alors, d'accord. Alors, Excellence, cet arbre que j'ai en face de moi est un arbre très symbolique, c'est le Wazaytoun. Expliquez-nous un peu sur cet arbre. Il faudra que je vous récite peut-être le verset 35 de Sourate An-Nur. Oui, allez-y. Dans notre Saint-Coran. Allahu nuru as-samawati, bismillahir rahmanir rahim, Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min shajaratin mubarakah, zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yadi'
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant, il a donné une métaphore très forte en jurant de cet arbre qu'il a qualifié dans sa parole divine Shajaratun Mubaraka, c'est-à-dire arbre sacré. Et je ne crois pas dans le Coran, il y a un autre arbre qui a eu cette mérite que l'olivier. Donc Allah, quand il dit dans une autre sourate Wattini wazzaytoun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin ila akhir as-sourate, il jure par ses créateurs parce qu'il sait ce que c'est en valeur, il sait ce qu'elle porte en valeur. Et effectivement, et d'une façon médicale, purement médicale, c'est une arbre fruiteuse. C'est un arbre mais qui a des vertus thérapeutiques également. Et qui, dans le feuille, aujourd'hui sert à des soins contre beaucoup de maladies, y compris contre le cancer. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des grands experts dans le domaine pharmaceutique et qui essayent maintenant d'utiliser cet arbre dans les branches et dans les feuilles, mais aussi l'huile qui sort de la pression, de la pression de la cueillette de ces fruits. Oui, l'huile d'olive, hein? Donc, qui est très bien prisée d'ailleurs. À savoir que quand on parle de l'olivier, on parle de la Palestine. Quand on parle du Sénégal, on parle de baobab. Donc l'olivier symbolise l'histoire palestinienne, la plus vieille civilisation humaine en terre palestinienne. Et d'ailleurs, c'est un arbre sacré que les Palestiniens le plantent. Et il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps pour qu'ils attendent la cueillette de ces fruits et de production. Parce que ça prend de 7 ans à 10 ans de temps. Donc qu'est-ce qu'ils font les Israéliens, malheureusement, les occupants et les colons israéliens? Ils viennent dans nos villages et ils découpent les arbres, surtout à la veille de récolte, qui est en mois de novembre à peu près, octobre-novembre. Ils commencent à s'attaquer, à agresser cet arbre, parce qu'ils savent que cet arbre, dans le plus vieil arbre, le plus vieux olivier au monde, existe en Palestine. Le plus ancien, qui date de 5500 ans de vie et qui porte toujours des fruits, elle est en Palestine. Tout à fait. C'est pour ça, ça prouve que les Palestiniens, c'est le peuple autochtone ici. Aime ce avant fruit. Les Israéliens, tout à fait. Avant tous les envahisseurs d'avant, ils étaient là. Et ils sont là, ils resteront là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci donc pour les explications et la sacralité de cet arbre, n'est-ce pas, le Wazaytoun. Alors, Excellence, c'est le tout dernier point. C'est par là, d'ailleurs, que l'on va clore, n'est-ce pas, cet entretien. Alors, je sais que vous êtes très ancré, et je le disais dès l'entame de cette émission, n'est-ce pas, très ancré, n'est-ce pas, dans la culture sénégalaise. On vous a vu même chanter l'hymne national sénégalais, n'est-ce pas, en Wolof, en langue nationale Wolof. Et vous êtes également, donc, avec ce diplôme, donc c'est un diplôme qui vous consacre citoyen d'honneur, n'est-ce pas, de quelle ville déjà? De Bambilor. De Bambilor. Très rapidement, un mot sur le Sénégal et de vos relations avec, très rapidement, nos relations. En fait, j'en profite pour vous dire un mot en Wolof, un mot d'amour, Dena Lene Boga. Inch'Allah. Dena Lena Bogo. Sénégal. Donc, je vous aime, j'aime les Sénégalais et je respecte ces souvenirs que j'ai eus et ces mérites que j'ai eus dans la dernière distinction citoyen d'honneur de la ville de Bambilor, remis ici même par le maire, député maire de Bambilor, mon frère Ndiane Diop. Et en présence du Khalif de Bambilor. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour annoncer sur votre chaîne pour la première fois le jumelage à signer entre la ville de Bambilor
et la ville de l'Azaria, Tout à fait. une ville banlieue de Jérusalem, Tout à fait. dont le maire Bambilor, marquera son passage très prochainement. Une meilleure façon, n'est-ce pas, à de Dakar nouer l'intégration. pendant 3 jours, Oui, tout à Inch'Allah. fait. Alors, voilà, nous arrivons au terme de cet entretien, donc avec la chaîne Shabiba TV dans l'émission Tribune de l'excellence. Un mot de fin, de la fin sinon. Denalene Bongo. Oui, Inch'Allah. Ça, c'est le meilleur que je peux vous dire Machallah. par ma petite langue Wolof. Oui, Je vous aime. oui. Et barakallah fikoum. Que Allah exauce nos prières. Amin. Et qu'à la fin de ce mois sacré, le dernier jour, le plus sacré de ce mois béni, que Allah nous aide tous, que Allah exauce nos prières, que Allah accepte nos bienfaits, que Allah subhanahu wa ta'ala protège le Sénégal, protège les Sénégalais, Amin. et que vive le Sénégal émergent, vive le Sénégal, vive la Palestine libre et vive l'amitié et la fraternité sénégalo-palestinienne, Inch'Allah. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci à vous. Voilà, Jërëjëf. voilà, jërëjëf. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était votre émission, La Tribune de l'Excellence. Nous avions comme invité son Excellence, M. Safwat Ibrahit. Il est l'ambassadeur, n'est-ce pas, de l'État de Palestine au Sénégal. Avec vous, nous avons eu à décortiquer, n'est-ce pas, plusieurs points. Excellence, et je pense que les explications, n'est-ce pas, fournies par notre cher invité, n'est-ce pas, vous ont convaincus. On va se donner rendez-vous très prochainement, mais nous nous serons, n'est-ce pas, nous séparer sans donc remercier mes amis, hein, n'est-ce pas, du côté de la réalisation. Une mention spéciale, n'est-ce pas, à M. Modou Fall, mon ami, et également donc Lamine Gueye, et l'ensemble de la rédaction de Shabiba TV. On se donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau invité, justement, dans l'émission, eh bien, La Tribune de l'Excellence. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi Yàlla fay may ko lu leer léppam ni ray na Yàlla buur dolli ko may